Madame, Monsieur, bienvenue dans le 22 heures de Télé Djibouti. Voici les titres de votre édition. L'Agence nationale de l'emploi a organisé ce matin une réunion de concertation sur les perspectives de l'emploi dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Et cette incapacité internationale à apporter des secours aux hôpitaux de Raza, bondés de milliers de blessés et des civils, l'armée israélienne continue ses frappes. L'Assemblée nationale a abrité aujourd'hui la conférence des présidents des commissions permanentes et des groupes parlementaires. Cette conférence qui est destinée pour entériner la transmission de textes en instance pour examen en commission permanente était dirigée par le président de l'hémicycle national du l'État Mohamed El-État. Le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement Hassan Ammar. Les membres du bureau de l'Assemblée, les présidents respectifs des commissions permanentes et des groupes parlementaires ont examiné les 7 textes de loi à l'ordre du jour. Et à l'issue de ces consultations, la conférence des présidents a validé le programme et le calendrier des prochaines activités législatives avec au préalable l'étude des projets en commission. Et nous reviendrons plus en détail dans nos éditions de demain. Et toujours à l'Assemblée nationale, l'institution a abrité aujourd'hui en son sein l'ouverture des travaux d'ateliers sur l'éradication des violences faites aux femmes et aux filles. La session de formation est conjointement organisée par le Parlement et l'Union interparlementaire. Placés sous l'égide du président de l'Assemblée nationale de l'État Mohamed El-État, les travaux de cet atelier ont porté sur les causes des violences subies par les femmes et les filles dans les espaces publics, la sphère familiale et privée, et même les cyberespaces et l'Internet, ainsi que les obstacles rencontrés pour les endiguer. Ces différents types de violences faites aux femmes foulent au sol la dignité de la femme et sont passibles des sanctions en vertu des lois en vigueur sous les cieux djiboutiens. Les débats autour du cadre légal international et national ont permis de lutter contre les violences du genre. Et il a également été question de la prévention des violences, la protection des victimes survivantes et leurs accompagnements médical et psychologiques. Des sexes à tout haut niveau. Le Parlement joue un rôle essentiel pour permettre l'autonomisation des femmes à tous les niveaux. Cela constitue une des clés pour que le Parlement puisse assurer que les politiques soient bénéfiques à toutes et à tous et ne laisse personne de côté. Cela requiert que le Parlement garantisse l'égalité entre hommes et femmes et en leur sein et d'intégrer la perspective d'égalité dans l'élaboration des lois, des politiques et des budgets. Et pour plus de précisions, suivant l'intervention du président de l'hémicycle national de l'État Mohamed El-État. Télé sera organisé en 2 jours, animé bien sûr par les experts internationaux de l'Union parlementaire. Il visera dans un premier temps à renforcer les capacités des parlementaires sur l'égalité entre les hommes et les femmes en politique. Le deuxième jour, l'atelier sera consacré à l'amélioration des connaissances des membres du personnel de l'administration sur les questions liées à l'égalité entre les hommes et les femmes. Mes chers collègues, comme vous le savez, ce sont des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Les femmes sont le fondement de la société djiboutienne. Son rôle est crucial dans tous les domaines. Elle s'occupe de tous les aspects de la famille, s'intéresse à l'éducation des enfants, joue un rôle dans le budget familial et surtout regarde vers l'avenir de la famille, l'avenir de la nation djiboutienne. À cet égard, les femmes doivent également être représentées dans les sphères publiques, puisque les décisions et les grandes orientations du pays sont prises dans les sphères publiques. Nous sommes fiers d'avoir voté une loi fixant la représentation minimale des femmes au Parlement en 2018. Comme vous le savez, c'est désormais notre distingué Parlement compte 17 femmes, soit 26,1% de femmes. Et je suis heureux aussi de constater qu'aujourd'hui, dans la salle, presque toutes les parlementaires femmes sont présentes.
Et notre équipe de reportage a recueilli quelques réactions. En voici une. Nous sommes aujourd'hui présents à l'hémicycle avec des experts de l'UIP pour discuter des questions relatives des femmes en politique et de l'égalité entre femmes et hommes. À ce jour, les femmes occupent plusieurs postes décisionnels. Notamment à l'Assemblée, on a plus de 26,1% de femmes. Et dans le gouvernement, on a plus de 6 femmes ministres, comme dans le domaine judiciaire aussi, et paramilitaire, et j'en passe. C'est une très grande avancée majeure pour Djibouti, et c'est aussi grâce à la politique de chef de l'État, qui se bat toujours corps et âme pour donner une meilleure représentativité des femmes dans toutes les sphères, que ce soit dans les sphères politiques ou dans la sphère publique. Dans l'actualité également, l'Agence nationale de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle a organisé ce matin une réunion de concertation sur les perspectives de l'emploi dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Eh bien, cet important événement a réuni le ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, et a vu la participation du ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, la ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Amina Abdi, le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussadawale, le secrétaire général du ministère du Travail, ainsi que des responsables et des dirigeants d'entreprise. Le secteur de la construction occupe une place centrale dans l'économie de Djibouti, contribuant de manière significative à la croissance économique, à la création d'emplois et au développement des infrastructures essentielles. Cette réunion permettra d'engager un échange constructif et fructueux sur les défis et les perspectives en matière de recrutement, de compétences et de formation du secteur du BTP. L'objectif de la réunion est d'identifier les principales recommandations des employeurs dans le secteur du BTP sur leurs priorités en termes de compétences. Écoutez le directeur général de la NEFIP. Et l'ensemble des ministres qui sont là et le président des chambres de commerce pour voir les voies et moyens pour que ce secteur du BTP puisse recruter des jeunes et voir également les manques qui existent pour ce secteur-là et pour ces employeurs et les demandes qu'ils peuvent faire auprès du ministre afin que notre ministre puisse transmettre les doléances des chefs d'entreprise que vous êtes. Donc, je vous remercie de votre présence. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussadawale. Je voudrais juste m'associer aussi avec le plaisir que nous avons ce matin pour une réunion cruciale sur l'employabilité et l'insertion dans le secteur du PTP, organisée avec le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. La Chambre de commerce et le secteur privé en particulier sont bien représentés dans cette salle. Elles sont aussi attentifs aux engagements et au processus de renforcement pour qu'il y ait une meilleure compréhension et une meilleure, je dirais, communication entre le privé et le public, et surtout tenir un vecteur d'opportunité pour les main-d'œuvre que nous avons besoin pour notre pays. Notre institution est particulièrement et pleinement engagée dans ce processus. Nous participons au programme Logement abordable, une initiative financée par la Banque mondiale et mise en œuvre par l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social. Ce programme n'étant seulement un projet de construction, mais aussi une vision pour l'avenir et la création d'emplois pour notre pays, à développer des compétences et à offrir des logements accessibles à nos concitoyens. L'engagement de la Chambre de commerce et du secteur privé en général ne s'arrête pas là. Nous travaillons en étroite collaboration aussi avec les acteurs du secteur, y compris les petites et moyennes entreprises, pour identifier et combler les lacunes et des matières de compétences. Et suivons à présent les mots du ministre du Travail, M. Omar Abdi Saïd. Un immense plaisir pour moi de prendre part à cet important événement qui nous réunit aujourd'hui. Pourquoi important? Parce qu'il concerne le secteur des bâtiments et des travaux publics.
poumon de tout développement économique et social d'un pays. Comme le dit le vieux adage, quand le bâtiment va, tout va. Cette vérité capable d'entraîner et de faire prospérer le reste de l'économie. Mesdames et messieurs, depuis que je suis à la tête de ce ministère, je n'ai pas cessé de consolider davantage encore le lien qui unit avec les principaux opérateurs privés que vous êtes. Pour mieux avancer, nous avons décidé d'établir des rencontres ciblées avec les différents secteurs économiques du pays, tels que les industries hôtelières, les transports, la logistique, et cette journée avec vous, mesdames et messieurs, ici présents. C'est dans ce cadre qu'a lieu cette assemblée qui nous réunit. Nous savons tous que ces secteurs regroupent des activités qui ensemble forment un important pilier dans le domaine du développement. Nous savons également que l'avenir est. En effet, selon une étude réalisée, Djibouti possède dans ce secteur précis d'énormes potentialités de création d'emplois. La rencontre de ce matin est un exercice d'écoute et d'échange pour trouver des solutions adéquates en matière d'emploi et surtout de formation pour combler, s'il en existe, des défauts de qualification. Permettez-moi d'afficher toute ma reconnaissance aux opérateurs que vous êtes ici présents pour votre disponibilité, pour votre contribution. Je vous en remercie d'avance. Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le FNU, a organisé un atelier de 2 jours autour de la planification de la politique nationale genre. L'événement a réuni outre la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Aden, des hauts responsables de son département ainsi que des représentants des départements sectoriels concernés par la question du genre. L'objectif de cette rencontre est assurer l'autonomisation économique de la femme qui contribuera au changement social positif et comportemental, lutter contre la vulnérabilité en renforçant les résiliences afin de développer les capacités et compétences de la communauté et enfin promouvoir la parole des femmes, notamment leur droit à exercer la responsabilité publique dans un cadre d'équité et d'égalité des chances avec les hommes. 2011-2021 et dans la formulation de la nouvelle politique traduisent d'une volonté résolument tournée vers une accélération transformative de la question genre afin d'atteindre les différents objectifs fixés aussi bien au niveau national qu'international. Écoutons un extrait du discours de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Aden. Messieurs, je suis d'autant plus ravie que ce document, comme nous l'avons donc vu et présenté avec tout le monde, comme un cadre est un instrument flexible, plutôt comme un outil que comme un outil rigide pour atteindre les objectifs visés par la politique nationale genre. Il faut donc considérer que nous ne devons pas avoir de prétention définitive, mais que nous nous devons de poursuivre l'ensemble des efforts pour ajuster nos projets aux réalités mouvantes de notre société et les mettre constamment en diapason des changements rapides que l'évolution de notre population et les progrès numériques nous imposent. En adoptant cette position pratique et en continuant d'apprendre, d'agir ensemble et de reconnaître que le travail collectif est essentiel au progrès recherché par tous, nous serons en mesure de faire preuve de proactivité, d'une part, et de consolider, d'autre part, la résilience des femmes face aux multiples facteurs de précarité qui les menacent. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec l'Organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden, PERSGA, a clôturé un atelier portant sur la conservation de la biodiversité dans le milieu marin. L'objectif de cet atelier est de discuter du plan de gestion des déchets marins, de recueillir les commentaires des participants et de finaliser le plan en y incluant les commentaires des parties prenantes. Le ministère de l'Environnement attache une attention particulière dans la conservation de notre environnement marin, partie intégrante du patrimoine mondial. La préservation des écosystèmes permettra l'amélioration des conditions de vie des populations qui utilisent cet environnement marin. Le plan de gestion permettra de préserver l'environnement marin contre toute forme de déchets provenant du milieu terrestre. Il est indispensable de protéger les ressources marines vivantes, surtout les zones sensibles sur le plan environnement tels que les écosystèmes marins, les récifs coralliens, les mangroves et les herbiers marins. La République de Djibouti possède 172 km des côtes où se trouvent d'importants écosystèmes naturels
comme les mangroves, les récifs coralliens, les zones humides, les sites ornithologiques et les systèmes d'eau douce. Lutte contre le paludisme, pulvérisation intradomiciliaire dans les quartiers de la capitale les plus exposés au risque d'épidémie du paludisme à Djibouti. La lutte contre cette maladie s'inscrit dans une des priorités du gouvernement qui, à travers le ministère de la Santé, déploie des efforts importants pour les juguler. Une opération de pulvérisation intradomiciliaire dans les quartiers de la capitale ont débuté cette fois. C'est le quartier d'Alba qui a bénéficié de cette opération. La saison fraîche est propice à la prolifération des moustiques qui sont responsables du taux élevé d'infection par le paludisme au sein de la population, raison pour laquelle la lutte contre cette maladie s'intensifie durant cette période. Le pays planifie les activités de pulvérisation intradomiciliaire dans les quartiers les plus touchés par l'épidémie du paludisme en tenant compte des données épidémiologiques des années précédentes. Ces opérations consistent à induire les murs intérieurs maison par un insecticide incolore et inodore qui agissent contre les insectes pour une efficacité de 7 mois. Dans l'actualité également, opération de propriété dans le quartier Djebel, les sous-préfets du 1er, 2e et 3e arrondissement ont organisé conjointement avec la voirie de Djibouti-Ville une opération de propriété dans le quartier de Djebel. Cette activité de propriété s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'esprit de la citoyenneté et de l'esprit patriotique. L'objectif de cette activité est de renforcer l'engagement citoyen pour rendre propres, sains et agréables les quartiers de la ville, mais aussi et surtout pour la protection de l'environnement. Pour les responsables, c'est un engagement de tous, quel que soit notre rang social, à consacrer un peu de temps à maintenir la propriété dans notre environnement, car la santé et le bien-être de nos concitoyens dépendent en grande partie de la préservation de notre environnement, ont-ils souligné unanimement. La pulvérisation aérienne qui est en cours et pour renforcer de notre côté, le préfet de Djibouti a décidé de mettre en place cette nouvelle méthodologie de travail. Nous avons recensé plusieurs points noirs et nous avons aujourd'hui commencé le plus essentiel des travaux d'assainissement de l'environnement. Dans le reste de l'actualité, le palais de justice a abrité hier, ce matin, la prestation de serment de 12 nouveaux magistrats. La cérémonie s'est déroulée au cours de l'audience solennelle de la Cour d'appel présidée par la première présidente de la dite Cour, Mme Nimra Ali Ouassame, en présence du procureur général de la République, Djamma Suleiman Ali. Ces nouveaux magistrats ont été nommés par décret présidentiel le 18 octobre dernier et sont respectivement Mouna Youssef Omar, Habsa Ahmed Bahdon, Fatia Ismail Awale, Mathilda Mougib Nasser, Nastah Bouni Abdi, Anissa Sheikh Ibrahim, Hiba Ali Mohamed, Mariam Mahmoud Haj Ali, Mariam Aïfarah Sharif, Hamze Bari Aden, Saad Ismail Omar et Yassine Saïd El-Tere. Ces femmes et ces hommes qui ont été assermentés ce matin ont tous suivi, après leurs études de droit, une formation de 18 mois à l'École nationale d'études judiciaires, l'ENAJ. Et à l'issue de la prestation de serment, le procureur général de la République a souligné l'importance de la prestation du serment. Il s'agit, a-t-il dit, d'un engagement important devant l'être suprême et les hommes. C'est aussi le respect envers les lois qui régissent notre pays. On l'écoute. C'est une audience solennelle parce que nous avons la chance d'acquérir 12 nouveaux magistrats. C'est une audience solennelle aussi, Madame la Présidente, parce que c'est la première promotion. Là aussi, c'est une nouveauté qui est issue de l'École nationale d'études judiciaires qui a été récemment créée.
C'est la première fois, mesdames et messieurs de la Cour, que des magistrats sont recrutés, qu'ils sont formés à Djibouti, dans une structure créée à Djibouti. Et je voudrais d'emblée louer les efforts du garde des Sceaux, le ministre de la Justice. Je voudrais également rendre hommage, mesdames et messieurs de la Cour, à ceux qui ont permis que cette école fonctionne, que cette école réussisse et que ces jeunes puissent être formés. À commencer par le directeur de la nouvelle école, le docteur Maktiele. Je voudrais également rendre hommage, mesdames et messieurs de la Cour, madame la Présidente, à vous-même, à vos collègues, aux avocats, aux notaires, aux huissiers et à tous ceux qui ont pris part dans cette école, qui ont donné leur temps, qui ont donné leur savoir pour permettre aujourd'hui à ces récipiendaires d'être présents devant vous et avoir eu la chance qu'aucun des magistrats djiboutiens n'avait eu avant eux. Mesdames et messieurs de la Cour, madame la Présidente, s'ils ont eu la chance d'avoir été formés à Djibouti dans des conditions plus que satisfaisantes malgré la nouveauté de la neige, ils ont également en retour, ces futurs magistrats, une obligation de réussir. Le Kenya a abrité ce week-end à Mombasa la conférence maritime internationale d'Afrique. Une délégation conduite par le directeur général du port de Djibouti, Jama Ibrahim Dalal, accompagné par ses proches collaborateurs, ont participé à la conférence sur l'intégration maritime et logistique en Afrique, ainsi que l'économie bleue, co-organisée par le Kenya Port Authority, la Chambre nationale de commerce et d'industrie du Kenya, l'autorité maritime du pays et le comité permanent intergouvernemental, ainsi que le département d'État du transport maritime et des affaires maritimes du Kenya. Cette conférence a pour objectif de promouvoir des investissements durables dans les océans, les mers, les lacs et les rivières, placés sous le thème « Libérer le potentiel ZLECAF » en repensant donc le transport maritime régional et l'économie bleue pour une connectivité améliorée. La conférence a permis aux économistes maritimes du monde et de l'Afrique de réfléchir sur la gestion durable et la conservation des ressources bleues inexploitées. Le directeur général du JMP a présenté 4 points essentiels qui sont assurer l'efficacité portuaire, relever les défis rencontrés pour parvenir à un développement portuaire durable dans la région, des initiatives pour faciliter la libre circulation maritime et enfin, une meilleure collaboration pour assurer la mise en œuvre réussie de la politique régionale du transport maritime. Tout autre chose, le centre médico-hospitalier de Tadjoura a abrité une séance de formation de 2 jours destinée au personnel infirmier sur la diarrhée aiguë aqueuse. La formation est dispensée par des experts de l'OMS avec l'appui du médecin-chef du CMH de Tadjoura. La diarrhée aiguë consiste à une augmentation brutale de la fréquence du volume de sel depuis moins de 7 jours. Dans cette définition, 2 mots sont importants, fréquence et volume. Pour un nourrisson, on parle de diarrhée si le nombre de selles dépasse 3 selles par 24 heures, surtout si le nourrisson est allaité. La diarrhée est la première cause de maladie et le décès des enfants de moins de 5 ans. Le meilleur traitement reste la prévention, surtout en cette période. Écoutez le médecin-chef du CMH de Tadjoura. On voit de plus en plus des enfants ou bien des adultes qui font des diarrhées aiguës. Donc, cette formation est faite par des experts de l'OMS qui sont venus se déplacer jusqu'à Tadjoura pour former le personnel médical. Durant cette formation, les infirmiers seront formés sur la prise en charge des diarrhées chez les enfants, chez les adultes et sur la prévention et surtout sur la manière de gérer les complications de ces diarrhées. Cette formation a été initiée par le ministère de la Santé, en l'occurrence le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roubli Abdelleh, et en collaboration avec l'OMS. Le CMA de Tadjoura est très fier d'avoir bénéficié de cette formation qui va permettre aux infirmiers d'avoir plus d'âge sur la prise en charge des diarrhées et aqueuses. Étant toujours à Tadjoura où dans un récent filet spectaculaire, l'équipe mobile de la brigade de douane de Tadjoura a réussi à mettre la main sur une impressionnante quantité de cadres s'élevant à 6100 kilos
Cette opération d'envergure a été rendue possible grâce à la collaboration étroite avec les forces armées de la région. Les agents de la douane ont saisi les moyens de transport des contrebandiers, démontrant ainsi détermination sans faille dans la lutte contre les activités illicites. Cependant, malgré cette victoire significative, les contrebandiers ont réussi à la fuite, laissant derrière eux leurs précieuses cargaisons. Le directeur général de la douane, Guled Ahmed Youssouf, a tenu à exprimer ses félicitations à l'ensemble des collaborateurs impliqués dans cette opération, saluant particulièrement la contribution des forces armées de la police nationale de la région de Tadjoura. Pareillement, dans la région d'Ali Sebi, la lutte contre la contrebande continue et s'intensifie. Des membres de la brigade de la douane en étroite collaboration avec le détachement de la police de la région d'Ali Sebi ont intercepté hier à la frontière de Galilée une importante marchandise de cannabis en provenance de l'Éthiopie. Le poids total de la marchandise saisie hier a été estimé à 2 kg de cannabis selon la procédure standard en vigueur. Cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sebi, Mohamed Moumem, sachant que la contrebande est un flot qui nuit à l'économie de notre pays. Il incombe donc à chaque citoyen de mener de son côté une lutte acharnée pour mettre fin à ce commerce illicite. Dans l'actualité internationale, je vous le disais en titre, incapacité internationale à apporter des secours aux hôpitaux de Gaza, des milliers de blessés et civils. L'armée israélienne continue ses croisades de frappe. Cette fois-ci, l'hôpital Shifa dans la ville de Gaza, le plus important du territoire. Ces nouvelles frappes israéliennes ont condamné un hôpital le rendant sans électricité. Le dernier générateur de l'hôpital est tombé en panne et a provoqué la mort d'une centaine de patients. Le Médecins sans frontières a également relevé qu'au cours des dernières heures, les attaques contre l'hôpital Al-Shifa se sont intensifiées de façon dramatique et a évoqué une situation catastrophique à l'intérieur de l'établissement. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le chef de l'OMS a renouvelé vendredi ses appels à un cessez-le-feu, soulignant que le système de santé de la bande de Gaza est à genoux. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Excellente soirée à tous.